Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Cendre ardente, de Mark Woltenhauer, lu par Édouard Doux. Du point de vue de l'homme qui vit toujours dans l'intervalle entre le passé et le futur, le temps n'est pas un continuum, un flux ininterrompu. Il est brisé au milieu, au point où il se tient, et son lieu n'est pas le présent tel que nous le comprenons habituellement, mais plutôt une brèche dans le temps que son constant combat, sa résistance au passé et au futur, fait exister. Hannah Arendt, La crise de la culture, 1972. Prologue. Elle pédalait à un rythme soutenu en regardant le soleil levant scintiller sur les eaux du Léman. À l'aube, hiver comme été, elle commençait sa journée en nageant dans le lac, à la plage de la Maladère. Hormis une joggeuse qui faisait son footing, casque audio sur la tête, la promenade sur le rivage était déserte. Lorsqu'elle arriva au restaurant du camping, elle descendit de sa bicyclette, l'appuya comme à chaque fois contre le tronc d'un magnifique saule pleureur dont les longues branches lianes venaient frôler délicatement le sol. Puis elle retira ses vêtements, qu'elle déposa sur la selle de son vélo. Elle observa l'alignement de tentes et de camping-cars. Personne ne semblait encore avoir émergé du sommeil. N'était-ce un brave chien, un joli petit bâtard au regard attendrissant, qui s'était approché d'elle pour réclamer quelques caresses. Elle sortit sa serviette du panier accroché au guidon et descendit les marches en pierre jusqu'au ponton où un couple de canards colverts se reposait dans une douce quiétude, tandis que de cygnes s'ébrouaient dans l'eau. 20 ans auparavant, elle avait vécu une phase compliquée de sa vie. Une de ses amies lui avait suggéré de tester les bienfaits de la baignade matinale. C'était rude, les premières fois en hiver. Elle s'y était habituée et ce rythme quotidien était presque devenu une addiction. Ses préoccupations s'envolaient lorsqu'elle s'immergeait dans l'eau froide. Elle ressentait une sorte d'euphorie, une sensation de bien-être. Se plonger dans le lac permettait de réveiller l'énergie vitale de son corps. Il n'y avait, selon elle, rien de mieux pour entamer la journée. Elle déposa sa serviette éponge, descendit l'échelle et entra dans l'eau jusqu'à la taille. Elle prit le temps de s'habituer à la fraîcheur et en profita pour admirer les montagnes qui émergeaient de la brume matinale. Elle se baissa, puis se mouilla le visage et le haut du corps, inspira avant de s'élancer et commença à faire des brasses. Après une vingtaine de minutes, elle fit demi-tour et revint vers le rivage en crawlant. Elle se réjouissait de rentrer chez elle pour passer sous une douche chaude et prendre le petit déjeuner en compagnie de son mari avant d'entamer sa journée de travail. Mais alors qu'elle approchait du rivage, son bras heurta soudain un objet qui flottait à la surface du lac. Elle s'arrêta net et sortit la tête de l'eau. Un sac poubelle en plastique noir, à moitié immergé, lui barrait le passage. Pestant intérieurement contre la personne qui s'était permis de jeter ses détritus dans le lac, elle décida de ramener le sac sur la rive pour le déposer là où il aurait dû l'être, dans un conteneur à ordures. Elle l'agrippa d'une main pour le tirer tout en nageant, mais il était très lourd. Parvenue au rivage non sans peine, elle sortit de l'eau, alla chercher sa serviette pour se sécher, car la brise la faisait frissonner. Elle aperçut un employé communal en train de vider les poubelles. Elle l'interpella et il s'approcha nonchalamment, tenta à son tour de tirer le sac hors de l'eau à l'aide de son râteau, mais les dents en déchirèrent le plastique. Une insoutenable odeur de putréfaction se répandit. Chapitre 1. La famille se compose des gens de la maison. À mesure que celle-ci s'accroît, ils se divisent en confréries, les confréries en groupes de parenté, les groupes de parenté en clans, les clans en bannières, et tous ensemble constituent une famille étendue appelée nation, qui a une patrie, un sang commun, une langue commune et des coutumes communes. Kanun de Leke Dukatsini, livre 2, chapitre 2, verset 19. 6 mois plus tôt. Merian Hoti descendit de la passerelle et posa le pied sur le tarmac de l'aérodrome de Podgorica. Le bitume était chauffé par le soleil radieux de février. Merian n'était pas revenu au Monténégro depuis qu'il avait émigré en Suisse avec sa famille, à l'âge de 37 ans.
Il en avait aujourd'hui 63. Il ferma brièvement les paupières et inspira profondément, quand le personnel de l'aéroport fit glisser de la soute le cercueil qui renfermait le corps de Yanina. Il blêmit. Une larme coula sur sa joue. Les croque-morts étaient debout à côté du corbillard, un modèle vintage de 1968 qu'il avait lui-même eu l'occasion de conduire. Une Mercedes 220 W115 bleu marine, reconvertie en voiture funéraire en Italie par la Carrozzeria Fratelli Casale e Meneghetti de Bassano. Quelques heures avant de mourir d'un cancer foudroyant au centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, Yanina avait demandé à être enterrée dans le caveau familial du cimetière de Vuksanlekai, non loin de Skoratz, un petit village de montagne où ils avaient habité après avoir fui le régime dictatorial albanais. Le hameau de Skoratz était perdu dans la chaîne des Bieshket et Nemouna, les fameux monts maudits, qui couvraient la partie nord de l'Albanie, l'est du Monténégro, l'ouest du Kosovo et le sud de la Serbie. Ce territoire était celui des Geg, l'un des deux groupes ethniques albanais. La famille de Miryan, les Hoti, était l'une des tribus les plus importantes et était établie dans la région depuis le XVe siècle. Les bien nommés Monts Maudits étaient une zone sauvage, enclavée, difficilement accessible, et ces cols étaient considérés comme infranchissables. Que ce soit durant les siècles d'occupation ottomane, lors du chaos engendré par la Grande Guerre, sous l'interlude monarchique du roi Zog, puis lors de l'occupation italienne et allemande de la Deuxième Guerre mondiale, le nord de l'Albanie avait toujours résisté à l'envahisseur. Même Enver Hoxha, qui régna pourtant d'une main de fer sur l'Albanie pendant 40 ans, se heurta aux Malocs, comme on les appelait de façon péjorative. Ces montagnards partageaient un sang, une langue et des coutumes communs qui les liaient de manière indéfectible contre l'adversité. Ils étaient robustes, vigoureux et intrépides, à l'image du héros national Georges Kastrioti, qui se dressa contre l'Empire ottoman au XVe siècle. Les Turcs, qui l'estimaient pour sa vaillance et le considéraient comme un fin stratège, l'avaient baptisé Iskander Bey, le prince Alexandre, en hommage à Alexandre le Grand. Iskander Bey était devenu par translittération Skanderbeu en albanais. Même le premier ministre de Hoxha, le sinistre Mehmet Shehu, qu'on appelait le boucher pour avoir exécuté de nombreux chefs de clan des tribus Geg, n'était pas parvenu à endiguer la pratique du Kanun, le code de loi coutumier en vigueur dans les montagnes albanaises. De tout temps et aujourd'hui encore, les Albanais du Nord avaient opposé une résistance aux influences extérieures. En conséquence, les coutumes, les traditions et les valeurs y étaient restées presque inchangées. Miryan était très fier de ses racines. Pourtant, il ne serait jamais revenu sur la terre de ses ancêtres s'il n'en avait fait la promesse à son épouse. Son propre fils, Artan, le lui avait fortement déconseillé. Le sud du Monténégro et le nord de l'Albanie, c'était son passé. Son présent et son futur étaient en Suisse. Après avoir franchi le contrôle douanier muni de son passeport suisse, Miryan récupéra sa valise sur le carrousel à bagages et rejoignit le parking où il prit possession d'une voiture de location. En approchant du centre-ville, il ne reconnut pas Podgorica. La ville n'était qu'un immense chantier où on avait posé des zones commerciales flambant neuves qui défiguraient le paysage urbain. Après avoir pris ses quartiers à l'hôtel Emera dans le centre historique, il sortit se promener. Il se rendit à Staravaros, au cœur de la vieille cité. Miryan avait connu Podgorica du temps qu'elle s'appelait Titograd. En 1946, le maréchal Tito l'avait choisi comme capitale du Monténégro, l'une des 6 républiques de la Yougoslavie socialiste. Après l'effondrement du communisme en 1992, Titograd était redevenu Podgorica. Miryan passa devant la tour de l'horloge, l'un des rares sites ottomans à avoir survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. La croix métallique à son sommet marquait la fin de 4 siècles de domination turque et le transfert du pouvoir aux mains des chrétiens en 1878. Miryan était un fervent catholique. En Albanie, sous le régime de Hoxha, les religions avaient été interdites et leurs représentants persécutés. Toute pratique religieuse fut même totalement prohibée en 1967. L'Albanie était devenue un État athée.
Les églises furent rasées ou transformées en bâtiments publics, telle la cathédrale Saint-Étienne de Shkodër, convertie en salle de gymnastique. De nombreux prêtres furent emprisonnés, torturés et exécutés. L'objectif du gouvernement était d'annihiler tout ce qui constituait l'identité de l'homme albanais, pour la remplacer par celle de l'homme nouveau communiste. L'homme nouveau n'était en aucun cas un intellectuel, un homme qui sait et qui réfléchit, mais un qui fait ce qu'exige le régime. Myriane se souvenait très bien de Ili, un magazine prétendument culturel qui faisait la propagande de l'homme nouveau, et dont les couvertures cherchaient à donner une vision moderne, positive et enjouée du prototype qui devait servir de modèle à tous. L'image emblématique de la dictature était celle d'une femme et d'un homme souriant, le regard fier, tourné vers l'avenir. La femme serrait une pioche entre ses mains, l'homme un fusil. Avec la pioche, on construisait le communisme. Avec le fusil, on le protégeait. Myriane, avec une pointe d'ironie, l'interprétait autrement. Avec la pioche, le régime détruisait, et avec le fusil, le régime tuait. Myriane avait le souvenir d'un père qui demeurait dans la crainte permanente d'être considéré un ennemi du peuple. La redoutable direction de la sécurité de l'État, appelée communément le Sigurimi, service de renseignement et police politique du régime, veillait au grain et s'employait par tous les moyens à réprimer toute forme d'opposition. S'assurer de la fidélité idéologique des membres du parti, mais aussi de tous les citoyens, était leur mission. Leur devise était « Pour le peuple, avec le peuple ». Quelle ironie, songea Myriane. Le Sigurimi avait tissé sa toile dans toute la société et s'appuyait sur des informateurs volontaires ou des indiques recrutés de force pour contrôler la population. À son apogée, le service aurait compté plus de 10 000 agents. Tout le monde était sous surveillance. Comme disait Nicolas, le père de Myriane, on avait parfaitement le droit d'exprimer ses opinions, mais seul, assis sur les toilettes et de préférence en silence. Chacun se savait contrôler, mais ne savait ni par qui ni quand. Le doute était omniprésent. N'importe qui pouvait s'avérer être un employé de la police secrète ou un délateur. On se méfiait de ses voisins, de ses amis et même des membres de sa propre famille. Tout comportement non conforme, toute parole défiant le régime venant aux oreilles du Sigurimi débouchait inéluctablement sur l'emprisonnement en camp de travail. Si aujourd'hui encore, Myriane était méfiant de prime abord et n'accordait sa confiance qu'en de très rares occasions, cela s'expliquait aisément par cette tyrannie brutale qui avait laissé des traces indélébiles au plus profond de son être. Malgré la crainte permanente d'être dénoncé, Nicolas n'avait jamais renoncé à sa foi catholique. Il avait continué à prier dans l'intimité avec sa femme et ses enfants. C'était leur secret. Il le gardait jalousement. Officiellement, Nicolas, comme son frère Valone, soutenait le régime. Mais dans les coulisses du cercle familial, Myriane avait plus d'une fois surpris son père et son oncle à critiquer le totalitarisme insidieux de Hoxha. Un jour que Myriane les écoutait, Valone s'était fâché comme jamais et lui avait interdit de répéter le moindre mot de ce qu'il avait entendu. Valone fut assassiné, victime d'une des purges sanglantes orchestrées par Hoxha en 1961. Myriane n'avait alors que 6 ans. L'oncle Valone était un héros de la guerre de libération. En 1941, alors que la résistance albanaise s'organisait, il avait rejoint le mouvement de libération nationale. Et en 1944, lorsque Enver Hoxha fut nommé président du gouvernement provisoire et commandant en chef des forces armées, Valone fut formé par des instructeurs militaires britanniques du Special Operations Executive, un service secret britannique dont la mission était de soutenir les combattants de la résistance. Par la suite, il fut promu colonel dans l'armée du dictateur. Bien qu'il prônât l'avènement du communisme, dans lequel il voyait la promesse d'une société égalitaire, Valone, comme son frère Nicolas, n'adhérait pas à la vision rigide du marxisme-léninisme de Hoxha, dont la psychose paranoïde aiguë eut pour conséquence la fermeture hermétique de l'Albanie au monde extérieur. Il cautionnait encore moins le culte de la personnalité qui s'était développé autour du despote. Enver Hoxha affirmait « La sécurité de l'État est l'arme tranchante et chère à notre parti, car elle protège les intérêts du peuple et notre État socialiste contre les ennemis internes et externes. » Protéger les intérêts du peuple. Quelle blague, pensa Myriane.
Il ne sut jamais pour quelle raison son oncle avait été victime d'une purge. Lors de ces purges, d'autres hommes de la famille furent également emprisonnés ou tués. Bien que membre de la Ligue des écrivains, très apprécié du régime, Nicolas fut arrêté à Shkodër par le Sigurimi, emmené à la branche locale du ministère de l'Intérieur. Ils l'enfermèrent dans un des nombreux cachots exigus et sombres d'une des ailes du bâtiment où les prisonniers étaient torturés, jugés et déportés. Il fut finalement relâché après plus d'une semaine de détention. À l'époque, Myrian était loin de se douter qu'un jour, il se retrouverait lui-même dans l'une de ces cellules. Myrian continua à déambuler dans les rues de la vieille ville avant de s'installer à la terrasse de la taverne des lanternes, la Konoba Lanterna. Il commanda d'emblée une Nikshivko, la bière du pays. Il ouvrit la carte des mets que le serveur lui avait tendue. Le kachamak, un plat montagnard roboratif, y était proposé. Une sorte de purée à base de pommes de terre, de farine de maïs, de fromage à pâte dure et de kaimak, une spécialité faite avec la crème caillée du lait. Sa femme Yanina lui en préparait souvent et l'accompagnait de bacon ou de miel dans une version sucrée. Myrian but une gorgée de bière et se replongea dans ses réflexions. Le gouvernement de Hodja était un régime criminel. Il n'y avait pas d'autre mot pour le dire. Des milliers de personnes avaient tout simplement disparu, liquidées dans des lieux tenus secrets, et des dizaines de milliers avaient croupi en prison ou dans des camps. Certains avaient passé 20, 30, voire 40 ans enfermés. Myrian avait été condamné à 10 ans. Sa vie en Albanie avait été un enfer. Chapitre 2. Comme chaque matin, Hubert Pitillé était assis à sa table préférée, dans un coin du café de la gare de Baie. Il portait une chemise à carreaux, un gilet bleu vintage et une casquette de baseball grise avec le sigle NY, des Yankees de New York. Son visage arrondi était marqué de profondes rides. De grosses lunettes à monture métallique chaussaient un nez fort, curieusement retroussé. Des plis d'amertume descendaient des commissures de ses lèvres jusqu'à son menton, lui donnant un air renfrogné. Mais ses yeux verts vifs et pétillants souriaient derrière ses besicles. Son chien, robe noire, feu et blanc, était affalé à ses côtés, la tête posée à même le sol, ses longues et étroites oreilles étalées sur le carrelage, comme de vieilles chaussettes. Hubert referma le journal et se pencha pour caresser le flanc de Sherlock, qui lui jeta son irrésistible regard implorant. Ils étaient inséparables. Bien que son basset hound donnât l'impression d'être parfaitement amorphe, il pouvait se révéler infatigable lorsqu'ils allaient se promener en forêt. C'était d'ailleurs un pisteur hors pair au flair incomparable, d'où son nom. Hubert balaya la salle des yeux. Toutes les tables étaient occupées et les discussions allaient bon train. Cependant, il ne pouvait pas les entendre. Il était sourd. Hubert était né sourd de parents sourds. Il lui avait appris la langue des signes. À l'âge de 3 ans, il comprit qu'il était différent des autres enfants en allant pour la première fois au jardin public. Il était le seul à parler avec ses mains. Plus tard, à l'école communale, on lui interdit, allez savoir pourquoi, d'utiliser la langue des signes. Il fit exactement le contraire et partagea son secret. En cachette, pendant les récréations, il enseignait à son unique camarade, une petite fille nommée Laura, les rudiments de la langue des signes. En 1955, il avait alors 8 ans, on le plaça à l'Institut des sourds et muets du Bouvray, que tenaient des religieuses. L'enseignement oraliste était de rigueur. On estimait que les enfants sourds devaient s'exprimer oralement afin de pouvoir s'intégrer à la société. La lecture labiale, par observation des mouvements de la bouche, était l'objet de laborieux exercices d'articulation avec sœur Marie-Bénédicte. En prononçant le S, il fallait réussir à souffler la flamme d'une bougie allumée, s'entraîner un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que la mèche s'éteigne. La langue des signes était interdite. Les enfants étaient punis s'ils l'utilisaient. Une fois, Hubert dut rester agenouillé devant la classe toute la durée du cours. « Parle, vas-y, parle !» Il en conçut une forme de rejet, paniqua à la simple idée d'émettre un son, finit par se bloquer. Une sœur lui expliqua que la langue des signes était l'enfer et que le paradis l'attendait s'il parlait. Mais l'enfer, c'était cette école. Séparé de ses parents, perdu parmi 200 élèves, il passa des semestres sans rentrer chez lui, et après 10 ans de scolarité, quitta le collège avec la ferme intention de ne plus jamais parler. C'était avant ce qu'on allait appeler le réveil sourd,
et la juste réhabilitation de la langue des signes, qui finirait en 1994 par être reconnue comme une langue à part entière par les chambres fédérales en Suisse. Pendant toutes ces années, Hubert était resté en contact avec Laura. Devenue adulte, elle avait suivi l'appel intérieur à devenir religieuse au sein de la communauté des Sœurs de Sainte-Maurice à La Pelouse. Une amitié indéfectible les unissait. À l'adolescence, Hubert avait souffert de sa surdité. Il se sentait exclu, n'avait pas vraiment de vie sociale. On lui faisait comprendre que cette surdité était un manque. Ça doit être horrible de ne rien entendre. Sourd de naissance, il n'avait rien perdu et ne pouvait donc pas ressentir de manque. Il se replia sur lui-même. Grâce à Laura, il reprit confiance en ses capacités. De son handicap, il fit une force qui lui permit de développer un sens aigu de l'observation. Dans l'attitude des autres, il percevait des signes auxquels les entendants n'étaient pas sensibles. De plus, il était passé maître en lecture labiale. Sœur Laura avait raison. La perte auditive générait parfois des difficultés, mais ne le coupait pas pour autant du monde. Dessiner, c'était sa passion. Il en avait fait son métier en devenant dessinateur de presse indépendant. Il avait pris sa retraite 6 ans auparavant. Son unique revenu était la rente que lui versait l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité. Cela lui suffisait à peine pour payer ses factures et se nourrir. Par chance, il vivait seul. Enfin presque. Il y avait Sherlock. Hubert ne s'était jamais marié. Il était devenu une sorte de vieux loup solitaire. Cela ne le dérangeait guère. Le célibat lui convenait. Hubert aimait l'ambiance du café de la gare. Il s'y sentait comme chez lui. L'endroit avait une âme, et cela tenait largement à la personnalité de Carole, la patronne, et de ses 2 sœurs. Toutes 3 assuraient le service et dorlotaient leurs clients. Une affaire de famille. Carole accueillait les clients par leurs prénoms, connaissait leurs habitudes, et surtout, elle faisait lien entre les gens. Ici, personne n'était anonyme. Hubert remarqua un jeune couple assis à une table proche du bar. Le garçon avait l'air agacé, la fille était enceinte. Il parlait de son travail, ou plus exactement de son chômage. Aucun des deux ne portait d'alliance. Hubert imagina que la jeune femme s'inquiétait pour leur avenir. Il sortit de son sac son calepin et son fusain, et commença à esquisser la scène. C'était son passe-temps favori. Il dessinait des portraits, croquait des scènes de vie du café. Tantôt des esquisses pleines d'émotion et d'intensité, parfois des croquis humoristiques de style bande dessinée. Une sélection de ses dessins était d'ailleurs accrochée sur un des murs, formant une sorte de fresque qui retraçait la vie du bistrot. 15 aquarelles, peintes à même les murs, décoraient l'intérieur du café de la gare. Elles avaient été réalisées par un bellerin nommé Aimé Félix Nicolera, qui avait remporté un succès d'estime dans la première moitié du XXe siècle. Ces fresques d'inspiration égyptienne représentaient des palmiers, des félouques et des sphinx. Il les avait réalisées pour régler ses ardoises. Un siècle plus tard, Hubert faisait de même. Il dessinait, et Carole lui offrait ses consommations. Hubert adressa un signe à Carole, qui arriva un instant plus tard avec un pichet de 2 décis de blanc, du chasselas de baie, dont elle remplit d'office son verre. Hubert mit sa main droite devant sa bouche, la paume de la main contre celle-ci, puis effectua un petit mouvement vers l'extérieur pour dire merci, tout en décochant un sourire. Carole lui sourit en retour. « Je t'en prie », dit-elle en amenant sa main droite sur sa joue, la paume vers l'extérieur, avant de la redescendre d'un geste lent. Hubert lui avait appris à elle aussi les rudiments de la langue des signes, mais dès que cela dépassait des choses basiques, Carole se mettait à parler, et Hubert lisait sur ses lèvres. « Tu as des nouvelles de ton ami Sokol ?» Le regard d'Hubert devint soudainement inquiet. Il fixa Carole. Il joignit son index et son majeur devant son buste et effectua une rotation rapide vers le bas, le visage renfrogné. Un nom énergique, comprit Carole. Chapitre 3. L'invité doit être honoré avec du pain, du sel et le cœur. Canon de Leke Ducazzini. Livre 8, chapitre 18, verset 608. 6 mois plus tôt. Lorsqu'il vit la silhouette du bâtiment qui ressemblait à un navire à un seul mât, Myriane gara sa voiture sur le parking des visiteurs. Il sortit de son véhicule et resta immobile quelques instants, fasciné par l'édifice.
L'architecture de l'église du Sacré-Cœur de Jésus, construite en 1969, représentait symboliquement l'arche de Noé. Un clocher rectangulaire haut de 40 mètres avait été érigé à ses côtés, avec 3 cloches au sommet, sous la croix évidée dans le béton. De nombreux conifères entouraient le bâtiment comme pour le protéger. La première fois qu'il était venu au Sacré-Cœur de Jésus, en 1986, Myriane avait eu le sentiment que se dressait devant lui une sorte de blocos en forme de vaisseau fantôme, qui n'était pas sans lui rappeler les bunkers qu'Enver Hoxha, le tyran paranoïaque, avait semés un peu partout en Albanie durant ces années de dictature. Ce monument religieux, édifié dans un style architectural qualifié de brutaliste à cause de l'utilisation de béton armé brut de décoffrage, un matériau à la fois sauvage, naturel et primitif, avait profondément étonné Myriane. Cela ne correspondait aucunement à son idée de l'esthétique dévolue au temple érigé à la gloire de Dieu. Pourtant, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il y entra pour la première fois. Il n'avait pas imaginé une seule seconde que la beauté singulière du lieu le subjuguerait. Myriane se dirigea vers l'entrée de l'église, mais c'était fermé. Déçu, il contournait le bâtiment pour rejoindre sa voiture, quand une porte latérale s'ouvrit, et un individu lui fit signe. Myriane opéra un demi-tour et vint se présenter à lui. Il estima que l'homme devait être un peu plus âgé que lui-même. L'homme l'invita à entrer et le précéda à l'intérieur de l'église. Il appuya sur un interrupteur. Une lumière tamisée éclaira doucement le lieu saint. « Je vous laisse. Quand vous aurez fini, passez me voir à l'espace d'accueil. Je vous offrirai un café. » Myriane se retrouva seule. Un silence absolu régnait. Il alla s'asseoir sur le premier banc et regarda la grande et simple croix de bois accrochée au-dessus de l'autel. Pas de Christ crucifié, seulement la croix. Des éclairages indirects projetaient un halo lumineux contre le mur de béton sombre. Myriane fut comme chaque fois séduit par la beauté sobre de l'église. D'un puits de lumière pleuvaient des rayons de soleil qui irradiaient la sainte table de marbre blanc. Les murs du chœur, en forme de pyramide tronquée, s'élevaient à l'oblique sur une vingtaine de mètres. Sur le devant de l'autel, on pouvait lire gravée dans la pierre cette phrase en latin. « Si Deus est pro nobis, quis est contra nos » « Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ?» traduisit Myriane en fermant les yeux. Comme la lumière qui pénétrait depuis le ciel dans le clair-obscur de l'église, sa foi était la lueur qui le guidait jour après jour dans sa vie de ténèbres. Myriane rejoignit l'homme qui lui avait permis d'entrer. Ce dernier ouvrit une armoire vitrée, en sortit 2 petits godets et une bouteille, qu'il posa sur une table basse. Ils s'installèrent sur un canapé au tissu élimé. « C'est du raki fait maison, de la prune dans mon jardin », précisa-t-il avec un grand sourire. L'homme remplit les 2 godets. « Gézoir », dit-il en levant le sien. Myriane trinqua avec son hôte. La culture de l'hospitalité albanaise était une vertu dont il était fier. Naguère, on offrait à l'invité du pain et du sel, car le sel avait beaucoup de valeur. C'était une question d'honneur. « Santé », fit-il à son tour. Ils avalèrent le raki cul sec. En moins de temps qu'il n'en fallut pour le dire, les verres étaient à nouveau remplis à ras-bord. « Je m'appelle Philippe Akani. Je suis le responsable administratif de la paroisse. »« Moi, c'est Myriane Hotti, » répondit-il avant de marquer un petit mouvement de recul pour scruter discrètement son hôte. Un malaise s'insinua subrepticement. S'ensuivit un silence songeur que Philippe brisa rapidement. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Avant de quitter le pays en 1992, j'habitais non loin d'ici, dans les montagnes. Je vivais dans le village de Skoratz et j'étais membre de la communauté de cette église. » Myriane, comme Philippe Akani, faisait partie de la minorité catholique d'origine albanaise établie dans le sud du Monténégro. « On a certainement dû se rencontrer à l'époque, » supposa Philippe. « C'est probable, concéda Myriane, mais je ne m'en souviens pas. Il est vrai que les paroissiens étaient nombreux à cette époque-là. Moi, j'ai grandi à Shkoder avant de venir m'installer à Podgorica avec mes parents, juste avant que la frontière ferme en 1948. J'ai eu la chance d'être du bon côté, ce qui m'a évité de me retrouver enfermé par le régime de Hoxha. Je suis aussi né à Shkoder, dit Myriane. Mes grands-parents étaient originaires de Tcherem, dans le nord de l'Albanie, un hameau perdu dans les montagnes près de Valboneux.
Myriane songea à Sokol, son frère, qui était revenu vivre à Tchérem après la chute de la dictature. Ils étaient restés en contact, mais ils ne s'étaient pas revus depuis que Myriane avait émigré en Suisse. Il aurait aimé le retrouver, mais aller en Albanie était sans doute trop risqué pour lui. Il était toujours sous le joug d'une Jack Maria, la vendetta locale, de Jack, le sang, et Maria, la prise, littéralement une reprise du sang. L'histoire remontait à plus de 40 ans, mais la Jack Maria était un plat qui se mangeait froid, et même plutôt glacé. La vendetta albanaise n'avait pas de limite dans le temps. Elle pouvait se perpétuer et entraîner un cycle de vengeance sur plusieurs générations. Myriane le savait parfaitement. Il enterrerait sa femme au Monténégro, puis reprendrait sans tarder le chemin de la Suisse, sans aller rendre visite à son frère de l'autre côté de la frontière. Myriane se laissa remplir un nouveau verre de raki et continua. Quand en 1939 notre pays a été envahi par les troupes de Mussolini, mes grands-parents n'avaient plus assez de ressources pour nourrir la famille. Leur ferme était minuscule. L'aîné de mes oncles a rejoint un cousin à Skoratz pour l'aider à exploiter la terre. Un autre a déménagé à Kolgetsai pour travailler dans une carrière. Et mon père est allé vivre à Shkoder, chez un de ses oncles qui y tenait une épicerie. Et comment as-tu atterri finalement à Skoratz ? Contrairement à toi, lorsque les frontières ont été bouclées, j'étais à Shkoder. Mais c'est une très longue histoire. Myriane leva son verre. Ils trinquèrent à nouveau, puis il remercia son hôte. Philippe le raccompagna à la porte, le salua. En quittant le parking, Myriane le vit dans le rétroviseur. Il se tenait sur les marches et le regardait partir. Son nom lui était plus que familier, mais des Haqqani, il y en avait pléthore. S'était-il déjà rencontré ? La question le préoccupa sur le chemin du retour et l'accompagna jusqu'à ce qu'il s'endorme. Chapitre 4. L'inspecteur principal, Andreas Auer, le chef de la division homicide et intégrité de la brigade criminelle de la police cantonale vaudoise, arriva à la plage de la Maladère, située sur la commune de la Tour de Paix. Au volant de sa vieille BMW 635 CSI grise des années 80, il roulait au pas sur un chemin gravillonné. Son adjointe, Karine Joubert, 42 ans, était à ses côtés. Elle avait un visage anguleux et des yeux verts conquérants derrière des mèches de cheveux bruns. Elle était bien plus que sa coéquipière. C'était son amie, sa confidente. Andreas gara sa voiture sur l'herbe à proximité du restaurant de la plage. Dans la fraîcheur de ce matin de juillet, le soleil réchauffait délicieusement la peau. Il avait des yeux d'un bleu cristallin, une barbe de 3 jours assortie au gris argenté de ses cheveux courts. Il portait un jean clair, un t-shirt anthracite d'où dépassait une chaîne en or, et par-dessus un blouson en cuir. Au pied, il avait des superstars blanches, avec des éclaboussures irisées sur les côtés et la semelle. Si Andreas prenait tant de soin à cultiver son apparence style bad boy, c'était sans doute pour cacher une grande fragilité et un mal-être qu'il avait longtemps rongé de l'intérieur sans qu'il parvienne à en déceler l'origine. Durant des années, il avait été en proie à des cauchemars récurrents, des battements d'ailes qui fendaient l'air, un corbeau qui se posait sur un arbre et émettait un croassement sinistre. Une pièce avec des oiseaux aux ailes déployées, mais trop courtes pour voler, qui baignait dans une mare de sang. Il en avait déjà parlé quelques années auparavant avec son psychanalyste, qui pensait qu'il souffrait d'amnésie traumatique, une sorte de mécanisme dissociatif que le cerveau déclenchait pour se protéger d'événements douloureux. Dans un autre cauchemar récurrent, il était au bord d'une falaise surplombant la mer et scrutait l'horizon. Son regard plongeait soudain dans le vide à ses pieds. Les vagues venaient se briser contre les rochers. Il se sentait happé par l'abîme et ses jambes flageolaient. Il voulait reculer d'un pas, ses membres n'obéissaient pas. Une force en lui le poussait vers le précipice. Il tentait de résister à l'impulsion, mais à la fin, il finissait toujours par faire un pas en avant. Il aurait voulu voler comme une mouette, mais son corps lourd l'entraînait immanquablement vers l'eau et les rochers. Avant l'impact, tout devenait noir. Dans ses cauchemars, toutes les images évoquaient la mort. Elles généraient alors en lui un profond sentiment d'angoisse. La mort, cette obsession lancinante, l'avait toujours habité. Il en avait fait son métier. Sa fascination pour les meurtriers et les tueurs en série l'avait amené à se former pour essayer de pénétrer les esprits criminels, de comprendre leurs motivations, découvrir l'identité d'un criminel,
tenter d'approcher sa part d'ombre, de cerner son inconscient. C'était sa vie. Lorsque Jessica, sa sœur, lui avait révélé 2 ans auparavant qu'il avait été adopté, il était parti en Suède, sur l'île de Gotland, pour chercher la vérité sur ses origines. Voir l'aigle de sang. Jamais il ne s'était imaginé que sa présence en ces lieux réveillerait autant de démons. Derrière les sombres images de ses cauchemars se dissimulait une triste réalité. Elle avait rejailli telle de la lave bouillonnante dans son conscient. Aujourd'hui, Andreas s'était délivré de ses mauvais rêves. Son obsession maladive de la mort s'était estompée. Il se sentait plus serein. Découvrir la part d'obscurité enfouie dans les tréfonds de son inconscient et l'intégrer dans sa conscience, l'apprivoiser, lui avait permis de s'épanouir. Pourtant, chaque fois qu'il s'apprêtait à pénétrer sur une scène de crime, ses anciens démons refaisaient subrepticement surface. Pas de lumière sans ombre. Les 2 enquêteurs rejoignirent les gendarmes, qui avaient déjà sécurisé la scène de crime avec des rues-balises « Police, zone interdite ». Un attroupement s'était formé devant l'alignement de camping-cars. Andreas et Karine virent tout de suite la femme assise sur un banc, impassible, le regard perdu dans le vide. Il s'agissait de la nageuse qui avait fait la macabre découverte. Ils passèrent sous la rubalise et s'approchèrent du rivage. Selon les gendarmes, l'employé communal avait tiré le sac poubelle noir et l'avait traîné sur la plage de galets. Il était attaché avec des cordes auxquelles étaient fixées plusieurs briques en béton. Le sac n'était pas assez grand pour contenir un corps entier. L'employé l'avait déchiré avec son râteau. Par l'ouverture, on apercevait de la chair humaine en décomposition. « Hello les 2 compères !» Andreas et Karine se retournèrent et virent arriver Christophe Joly, leur ancien collègue qui avait dernièrement rejoint la BPS, la brigade de police scientifique. Après avoir terminé un master en sciences forensiques, il avait fait l'école de police à Savatan. Depuis qu'Andreas l'avait engagé dans son équipe 6 ans plus tôt, à l'âge de 28 ans, il n'avait pas changé son style d'un iota, un mélange rock, bohème et grunge. Il portait une veste en daim beige par-dessus un t-shirt et un jean délavé. Ses cheveux châtains mi-longs dépassaient de son bonnet fétiche en laine, qui lui recouvrait la tête et le front jusqu'aux sourcils. Ses lunettes vintage à la Woody Allen, aux formes arrondies, avec une monture noire et épaisse, lui donnaient un air d'artiste érudit. Son allure juvénile et son apparente nonchalance dissimulaient une personnalité particulièrement perspicace et dotée d'un tempérament pugnace. Christophe posa sa mallette métallique, son sac à dos et leur serra la main. Il était accompagné de 2 de ses collègues. La scène de crime principale n'étant d'évidence pas ici, il n'y a aucune trace à rechercher à proximité. On va attendre l'arrivée de la médecine légale pour déballer le corps. On va se contenter de prendre des photos dans l'intervalle. Christophe et ses 2 collègues revêtirent une combinaison blanche à cagoule, un masque et des gants, puis s'approchèrent du corps empaqueté. Quelques minutes plus tard, la légiste arriva sur sa Harley-Davidson. Parvati Baumann, 35 ans, ôta son casque et sa veste en cuir. Elle était née en Suisse d'une mère d'origine indienne et d'un père suisse. Sa peau était mate et elle avait des yeux d'un noir profond. Elle arborait une coupe style garçonne très courte, déstructurée et dégradée. Elle portait un t-shirt noir de biker avec en surimpression dorée le logo de la route 66, des jeans moulants bleus et des baskets claires. J'étais en train de faire un tour quand Doc m'a appelé. Je suis rapidement passé à la maison pour prendre mes affaires et je suis venu aussi vite que possible. Alain Guillon, alias Doc, déboulait justement dans sa voiture de fonction. Il adressa un signe amical à Andreas. Ils se connaissaient depuis des années. Bien qu'il parût parfois perdu dans son propre univers, Doc était un grand professionnel. C'était un personnage attachant, haut en couleur, avec ses cheveux hirsutes et ses lunettes au vert épais. Son humour noir et décalé plaisait à Andreas. « On gagne mieux sa vie en tant que médecin légiste que comme boucher », avait-il affirmé un jour le plus sérieusement du monde. Il allait bientôt prendre sa retraite et retourner en Franche-Comté, où il possédait une ancienne ferme dans son village d'origine, à Longcochon. Il manquerait à Andreas, c'était certain. Doc ouvrit le coffre de sa voiture, sortit la valise avec le matériel de prélèvement, tendit à la légiste une combinaison blanche. Après avoir enfilé un masque et des gants, ils rejoignirent la police scientifique sur la plage. Christophe Joly coupa soigneusement les cordes et les donna à un de ses collègues pour qu'il les mette dans un sac afin de les étudier au labo par la suite.
Un autre avait sorti les documents protocolaires pour noter tous les éléments constatés et relevés sur la scène de crime. Christophe prit ensuite des ciseaux pour ouvrir sur la longueur le sac de plastique noir, partiellement déchiré. Une nauséabonde odeur d'œuf pourri s'en dégagea. Puis tout le monde resta sans voix à la vue d'un tronc humain sans bras ni jambes, recouvert d'une chemise sans manches et dont la tête manquait. La dépouille, d'un noir verdâtre, était gonflée par les gaz. Christophe tendit précautionneusement le sac plastique à son collègue. « Tu vas pouvoir prélever des traces là-dessus » demanda Karine. « On verra ça au labo. Si le courant n'a pas été trop fort, avec un risque de lavage, il est en théorie possible de retrouver des traces digitales sur un plastique. En ce qui concerne la corde, on pourrait y déceler des cellules de peau, pour autant que la corde ne soit pas demeurée plusieurs mois dans l'eau. » Parvati Baumann commençait déjà son constat à haute voix. Plaie de section au niveau du cou et de la racine des 4 membres disparus. Plusieurs lésions traumatiques au sternum. Le corps présente des organes génitaux féminins. Au vu de l'état du tronc, il est très difficile d'estimer son âge. Il faudra attendre l'autopsie. « On l'emmène, » dit Doc. Parvati fit signe aux 2 opérateurs funéraires. Ils s'avancèrent et mirent délicatement le tronc dans une housse. Andreas les regarda emporter la dépouille dans le corbillard, sur lequel on pouvait lire « Pompe funèbre Hotti ». Avant de monter dans le véhicule, Artan Hotti, le patron de l'entreprise, qu'Andreas connaissait, le salua d'un signe de la main. Chapitre 5. Le sang ne reste jamais impuni. Kanun de Leke Dukatsini, livre 10, chapitre 22, verset 917. 6 mois plus tôt. Myriane n'avait pas le cœur à profiter du copieux petit déjeuner servi à l'hôtel Emera de Podgorica et chipotait un croissant en feuilletant le quotidien local. Il éprouvait des sentiments ambivalents, l'impression d'être rentré chez lui et celle d'être un étranger. Tellement de choses avaient changé en presque 30 ans. Revenir ici le confrontait de plein fouet à son passé. Un passé douloureux qu'il aurait aimé oublier. Il s'était aussi, malgré les aléas de son existence, enrichi de souvenirs heureux. Sa rencontre avec Yanina en faisait partie. De toute manière, il ne pouvait rien effacer de sa mémoire. Il devait vivre avec ce passé. Et le futur, il ne pouvait pas encore imaginer sa vie sans sa femme. Admettre que son absence était définitive était au-dessus de ses forces. Après avoir fait sa valise et payé la chambre, il récupéra la voiture et prit la direction de Tutsi, empruntant une longue route rectiligne venant d'être terminée. Il entra dans le village 20 minutes plus tard et se gara aux abords de la place centrale. Il était en avance pour son rendez-vous et décida de se mêler aux locaux pour humer l'atmosphère. Au milieu du square, il y avait un sébili, une fontaine publique en forme de kiosque, de style ottoman. Peu de choses avaient changé depuis l'époque où il vivait dans la région. Il fut cependant frappé par les publicités pour des sites de paris en ligne que chaque troquet arborait fièrement. Admiralbet, Lobbet ou encore Maxbet. Myriane s'assit à la terrasse d'un des bistrots. La devanture affichait en grand Kladionica, bookmaker. Il commanda un café et un verre d'eau au serveur, puis alluma une cigarette. Il avait l'habitude de venir dans son bar lorsqu'il emmenait 2 fois par semaine Artan, son fils, à ses entraînements de football. Artan jouait au FK Decic Tuzzi, qu'on appelait plus couramment les Bleus. Le foot était sa passion. Arrivé en Suisse, Artan deviendrait président du FC Bay, un modèle d'intégration, comme ses parents. Ce n'était pas le cas de Dafina, la sœur de Myriane, ni du fils de celle-ci, Skender, qui limitaient leur cercle social à la communauté albanaise. Ils étaient de la même famille, et pourtant si différents. Autant Myriane était fière de ses racines albanaises, autant il était heureux d'être naturalisé suisse. Le défi pour lui et son fils avait été de s'adapter, sans pour autant renier leur culture. Alors que Dafina prônait le repli sur la famille et la communauté albanaise, ils avaient choisi de s'intégrer en participant activement à la vie sociale et culturelle de leur pays d'accueil. Cette vision diamétralement opposée générait entre eux des tensions. Myriane était considéré comme le chef du clan familial, mais dans la réalité, Dafina et Skender ne tenaient pas compte de ses conseils et les balayaient allègrement. Il avait tenté au fil des années, Dieu sait combien de fois, de convaincre sa sœur et son neveu de laisser tomber leurs affaires illégales. En vain.
Skender s'évertuait à développer le trafic de stupéfiants avec la bénédiction tacite de sa mère. Myriane paya son café et reprit la route. À la sortie du village, en voyant le panneau du centre funéraire Malaysia, il fut ramené à la brutale réalité de sa présence au Monténégro. Janina était morte. Après toutes ces années de bonheur partagé, il devait lui dire adieu. Il était maintenant face à un néant insondable. Il se gara et entra dans le bâtiment, le temps de remplir les formalités administratives de l'enterrement de sa femme, prévu le jour suivant. Il avait choisi de venir seul au Monténégro pour l'inhumation. Une cérémonie avait déjà été célébrée en Suisse avec la famille. Avant de rejoindre le village de Skoratz sur les hauteurs et de retrouver son cousin Adnan, Myriane décida de faire une halte au cimetière de Vuxan-Lekai, où Janina allait demeurer pour l'éternité, à côté de la tombe de l'oncle Ilir. Il bifurqua sur une étroite route asphaltée, gara sa voiture derrière la chapelle. Refermant sa portière avec douceur, il pénétra dans l'enceinte du cimetière, qui abritait d'énormes caveaux familiaux de marbre noir, décorés de chapelets, d'anges et de statues religieuses. Au centre s'élevaient d'étranges pierres tumulaires très anciennes, dont l'origine restait énigmatique. Une trentaine de stèles sculptées, hautes d'un bon mètre, et toutes orientées vers l'ouest. Des sculptures étaient réalisées des deux côtés des pierres tombales. Sur l'avant figuraient d'étonnantes figures humaines. Un homme moustachu, en tenue traditionnelle, avec un chapeau de feutre, le kélesh. Une femme parée d'une armure, une autre avec son enfant. À l'arrière, des symboles mystérieux, des croix, des lunes, des soleils et des étoiles, des fusils, des épées, des serpents. Aucun nom, aucune autre inscription sur les stèles. Ces motifs d'art populaire de style païen trouvaient peut-être leur origine dans les tribus guègues albanaises, qui auraient perpétué la pratique de rites anciens malgré l'arrivée des religions catholiques et musulmanes. Myriane entendit soudain le portail grincer. Il se retourna et vit de loin un homme, une pelle sur l'épaule, entrer dans l'enceinte. Myriane continua jusqu'à la dernière concession, où Janina serait enterrée le lendemain. Le caveau familial de marbre noir était une sorte d'enfeu composé de plusieurs alcôves superposées, où l'on déposait les cercueils. Celui de Janina rejoindrait ceux de son oncle Ilir et de sa femme Maria. Le portrait de son épouse, ainsi que son prénom, son nom, l'année de sa naissance et de sa mort, étaient gravés sur une plaque au-dessus de la cavité. À côté, il y avait son portrait à lui, son prénom, son nom et sa date de naissance. Il ne manquait que l'année de sa mort. L'idée de se tenir devant sa propre future tombe lui fit froid dans le dos. Faire figurer d'emblée sur la stèle le nom du conjoint de la personne décédée était une coutume singulière pour rappeler aux survivants du couple qu'un jour, il rejoindrait son âme sœur. Bien sûr, il savait qu'il mourrait, un jour. C'était une évidence. Il n'était néanmoins pas pressé de la retrouver, quand bien même il était fermement convaincu qu'il existait un après où il la reverrait, un après où chacun recouvrerait la paix de son âme. Perdu dans ses pensées existentielles, Myriane sentit une présence derrière lui et se retourna, comme au ralenti. Un homme qu'il reconnut immédiatement pointait une arme sur lui, un fusil de chasse. Myriane écarquilla les yeux, resta figée, la bouche grande ouverte, puis bredouilla d'une voix étranglée. « Halim, salut mon frère de ma part. » Chapitre 6. Andreas Sauer arriva en hâte et se gara sur le parking du centre universitaire roman de médecine légale, au chalet à Gobet, non loin du centre-ville de Lausanne. Il claqua la portière de sa voiture et rejoignit au pas de charge sa collègue Kinga Novak, qui l'attendait devant l'entrée du personnel. « Désolé du retard », s'excusa-t-il essoufflé. « J'ai eu un rendez-vous privé. »« Ça va ?» lui demanda-t-elle, troublée par son regard fuyant et son visage crispé. Elle ne lui avait jamais vu cet air tendu, même lorsque quelque chose le contrariait. « Oui, allons-y. » Kinga était une jeune inspectrice de 32 ans, très prometteuse. Elle avait rejoint la brigade d'Andreas après avoir terminé sa formation à l'école de Savatan l'année précédente. Elle avait des cheveux bruns foncés mi-longs, des yeux noisettes pailletés de vert, un visage expressif au milieu duquel trônait un charmant petit nez retroussé. Derrière son apparente candeur se cachait un solide charisme
qui lui avait permis de se tailler d'emblée une place au sein de l'équipe. Après avoir fréquenté des hommes, elle était tombée amoureuse d'une femme et vivait maintenant en couple avec elle. Dernièrement, Kinga avait invité Andreas et son compagnon Michael à venir souper chez elle à Olon pour leur présenter Zélia, qui travaillait comme policière à l'époque, l'entente des polices du Chablais vaudois, à Aigle. Les deux inspecteurs entrèrent dans la salle d'autopsie et s'approchèrent de Doc. Il était secondé par Parvati Baumann, la jeune légiste. Un préparateur les assistait, ainsi qu'un stagiaire. Yacoub Dudek, l'entomologiste, était présent. Christophe de la brigade scientifique était aussi là avec son appareil photo. Sur la table en acier inox, sous la lumière intense des néons, se trouvait le tronc de la victime. « Salut Andreas », lança Doc. « Te voir à mes autopsies me fait plaisir. Ce n'est pas le cas de tous les inspecteurs, notamment les jeunes. Ils préfèrent attendre de recevoir le rapport sur leur bureau. Heureusement que les vieux de la vieille comme toi répondent toujours présents. Prends-en de la graine, Kinga. On ne manquerait cela pour rien au monde, répliqua Andreas. On va boire une bière après, comme ça on pourra échanger nos idées et élaborer des hypothèses. Comme d'habitude, Doc. Andreas n'était pas d'humeur à plaisanter. Il se força à paraître aussi jovial qu'à l'accoutumée, sans rien laisser transparaître de son inquiétude. Parvati prit alors la parole. Le corps est dans un état de putréfaction avancé. La victime est d'origine caucasienne. Concernant son âge, difficile de donner une estimation en l'état. L'examen interne nous en dira plus. Durant le séjour dans l'eau, le tronc n'a pas été soumis à l'action de la faune aquatique, observa Yacoub Dudek qui s'était approché, une cuillère dans une main et un flacon transparent dans l'autre. Cela confirme que le sac dans lequel le corps démembré était emballé n'a pas été perforé avant que l'employé communal le perce avec son râteau, précisa Parvati. L'entomologiste hocha la tête. Dans le cas des corps immergés, compléta-t-il, l'évaluation de l'intervalle post-mortem par méthode entomologique n'est pas possible, du fait que le corps n'est pas accessible à l'entomofaune nécrophage terrestre. Lorsque le cadavre émerge hors de l'eau, celui-ci peut être colonisé par les mêmes espèces qui s'attaquent aux dépouilles exposées à l'air libre. Cela peut nous donner une indication de quand approximativement le corps a émergé, mais en aucun cas nous révéler quand la personne a été jetée dans l'eau, et encore moins quand elle est décédée. Pourtant, dans ce cas, je constate la présence de très nombreuses larves. À part quelques œufs et des larves de premier stade vivantes, toutes les autres larves plus anciennes sont mortes. La seule explication possible est qu'elles étaient présentes sur le corps avant l'immersion, et le manque d'oxygène sous l'eau les aura tuées. « Et d'où proviennent les œufs et les larves vivantes alors » demanda Kinga. « Des mouches venant d'un bateau, par exemple, ont pu se poser sur le sac et y pondre des œufs pendant qu'ils flottaient. Ensuite, les larves sont capables de ronger le plastique pour s'attaquer à la viande. En examinant le plastique de près, on devrait pouvoir trouver les minuscules trous faits par les larves. » Yacoub préleva quelques cuillerées de larves qu'il mit dans son flacon et continua sa démonstration. Les petits tas blanchâtres sont des œufs. La première ponte intervient en général dans les heures qui suivent le décès. On les retrouve dans les orifices humides comme les yeux, les narines, la bouche, l'anus, le vagin ou une plaie. Il y a sans doute des larves de califoridés qui font partie de la première escouade. Peut-être de mouchidés, mais il me faudra les analyser au stéréoscope pour le confirmer. Attirées par l'odeur de putréfaction, les mouches apparaissent presque immédiatement après la mort sur les cadavres frais. Il y a aussi probablement des sarcophagidés qui arrivent dès que l'odeur méphitique se dégage du cadavre, en général entre 48 et 72 heures après le décès. Certaines des larves mesurent environ 15 mm. Il s'agit du stade précédant la pupaison, qui intervient, selon les espèces, de 8 à 10 jours après la ponte des œufs. Mais cela varie en fonction des conditions et de la température du lieu où se trouve le corps. Et comme nous n'en savons rien pour le moment, cela complique la donne. Malheureusement, les larves les plus anciennes sur la dépouille sont mortes et déjà en phase de décomposition. « En quoi c'est un problème ?» intervint à nouveau Kinga. « Idéalement, il me faut des larves vivantes pour les incuber dans des conditions similaires à la scène de crime, jusqu'à ce qu'elles deviennent des mouches. On obtient alors ce qu'on appelle des degrés-jours de croissance, propres à chaque espèce, qui me permettent d'évaluer le stade de développement et l'âge de la larve. À partir de là, je peux remonter le temps et estimer quand la mère mouche a pondu ses premiers œufs. On aura ainsi une estimation du jour de la mort.
demanda gentiment Kinga, qui voulait que l'entomologiste en vienne aux faits qui les intéressaient directement pour leur enquête. Cette estimation relativement précise permet de définir le moment où les premiers insectes sont arrivés sur le corps, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la date et l'heure du décès. Sans larve vivante, je devrais employer une autre méthode, avec des diagrammes, en partant de la larve la plus ancienne et déterminer combien de temps elle a mis pour atteindre cette taille. Mais comme le corps a été manipulé post-mortem, il pourrait y avoir des cocons de pupe quelque part ailleurs, proche de la scène de crime, sans doute plus ancienne, ce qui signifierait que la mouche a déjà été capable de passer par le cycle de vie complet. « Pourquoi il n'y a pas de pupe ou de cocon vide sur le tronc ?» demanda Christophe en prenant des photos. « Les larves ne se transforment en général pas en pupe sur la dépouille. Elles recherchent de la fraîcheur à proximité, parfois jusqu'à 6 voire 10 mètres de distance du corps, avant de se métamorphoser et devenir des mouches. À l'extérieur, on les trouve enfouies dans la terre, et à l'intérieur, on peut les retrouver sous un linge, entre des planches ou sous un tapis par exemple. Mais voyons voir. » Yacoub se saisit de Bruxelles. « Les larves aiment aussi se cacher dans les plis des vêtements, même si en général elles préfèrent s'éloigner du corps. » Il ouvrit doucement la poche du reste de chemise collée au tronc de la victime. « Ah, voilà, 3 jolies pupes, se réjouit-il, souriant. Celles-ci sont les plus anciennes sur le corps, ce qui prolonge également l'intervalle post-mortem. Probablement plus de 10 jours, selon l'espèce et la température. » Il les mit soigneusement dans un flacon. Ces pupes, c'est une excellente trouvaille. Il saisit ensuite un coléoptère mort à l'aide des Bruxelles. Un Nicrophorus vespiloides. C'est un insecte nécrophore de la famille des sylphidés, long d'une quinzaine de millimètres, noir et orange. On le trouve principalement dans les forêts. Ah, en voilà un autre. À chaque insecte qu'il découvrait, Yacoub semblait au comble de la joie. Il observa attentivement le corps ovale, aux élytres carénés, d'une couleur noire à reflets bleutés, et au prothorax rouge. Nous avons un Oiseoptoma thoracicum, un sylphe à corselet rouge. Tous les insectes nécrophages sont attirés par l'odeur des molécules présentes dans l'air, qui leur indique précisément que leur nourriture préférée se trouve à proximité. Ces coléoptères arrivent environ 2 semaines après la mort. Ils font donc partie de la 2e vague. Comme il a fait très chaud au mois de juin, cela a pu accélérer le processus. Les délais d'intervention de ces escouades sont très variables. Le corps aurait ainsi passé au moins 10 jours à l'air libre avant d'être immergé dans le lac, estima Parvati. Concentré sur la dépouille, Yacoub ne réagit pas et préleva encore un autre coléoptère. Un Thanatophilus sinuatus. On le trouve un peu partout, mais pas en forêt. Il n'y a en revanche pas d'espèce de la famille des Dermestidés. Ce sont des insectes friands des substances grasses qui colonisent le cadavre. Les graisses rancissent et dégagent des acides gras volatiles, dont l'acide butyrique, qui répand une très mauvaise odeur. Cette 3e escouade s'invite au festin après plusieurs semaines en général. Il se tourna ensuite vers Parvati. Comme ce sont les pupes les plus anciennes sur le corps, j'identifierai d'abord les pupes soit morphologiquement, soit par code-barre génétique. Puis je m'appuierai sur un diagramme pour effectuer des calculs avec 2 scénarios différents. L'un avec une température constante de 24 degrés, l'autre à 18. Sur cette base, je devrais pouvoir vous fournir un intervalle post-mortem assez large. Je vous laisserai ensuite choisir le scénario le plus probable. L'idéal serait bien sûr de connaître le lieu et les conditions exactes où se trouvait le cadavre avant d'être jeté à l'eau. Yacoub se tourna vers les 2 inspecteurs. « C'est votre boulot, mais je peux vous orienter. Visiblement, il n'y a aucun insecte d'altitude et les espèces de coléoptères suggèrent plutôt la plaine, près d'une forêt ou d'un champ peut-être. » Yacoub rangea les outils et les flacons dans sa mallette. « Ah, autre chose encore. Comme les lésions de section au niveau du cou et des membres ne sont pas infestées de larves, le démembrement n'a sans doute pas été effectué juste après le décès, mais probablement peu avant que le torse ne soit jeté à l'eau. » Sur ce, Yacoub prit congé, pas mécontent de son petit effet auprès des inspecteurs. Chapitre 7. Selon le vieux Canoun des montagnes d'Albanie, seul le meurtrier encourt le sang, c'est-à-dire la personne qui appuie sur la gâchette et fait feu ou utilise une autre arme contre une autre personne. Le Canoun tardif étend le droit de sang à tous les mâles de la famille du meurtrier, même à un enfant au berceau.
Les cousins et les neveux proches, bien qu'ils puissent être séparés, subissent le droit de sang pendant les 24 heures qui suivent le meurtre. Après 24 heures, la famille de la victime doit donner une garantie de trêve. Kanun de Leke Dukatsini, livre 10, chapitre 22, versets 898 et 900. 6 mois plus tôt. À cette heure tardive, la taverna Tradita était fermée. Autour de la table, en plus de Sokol Oti, qui venait d'arriver d'Albanie, il y avait les autres hommes de la famille, tous ceux qui habitaient à Bay, son neveu Artan et son fils Julian, son deuxième neveu Skander, ainsi que son propre fils Pieter. L'objet de la réunion était l'assassinat de Myrian et la réponse que la famille allait y apporter. Si la scène s'était déroulée en Albanie, ils se seraient rassemblés dans l'Oda, la grande pièce typique où s'asseyaient les invités, sur des canapés bas autour d'une table basse. Selon le niveau de richesse de la famille, elle était soit très simple, soit richement décorée d'objets traditionnels. Seuls les hommes âgés et les hommes mariés étaient autorisés à pénétrer dans l'Oda, ni femmes ni enfants. On s'y réunissait le soir pour des délibérations importantes, recevoir la famille et les amis lors des veillées funèbres, décider de l'avenir des jeunes, de leur mariage. Les apartés étaient interdits, personne n'élevait la voix. Les décisions se prenaient sur des hochements de tête. On transmettait oralement traditions et enseignements. On y chantait aussi des chants épiques jusqu'à des heures tardives. Mais on était à Bay, autour de la grande table de la taverna Tradita. Sokol Oti avait quitté l'Albanie et venait d'arriver en Suisse le matin même. Il sortit une boîte métallique marquée Neosmini et l'ouvrit. Elle ne contenait pas les cigarios annoncés, mais des cigarettes. Sous le régime communiste, 4 usines seulement fabriquaient des cigarettes. Celles de Shkoder et celles de Douros fournissaient principalement l'exportation. Celles de Tirana et de Girocaster produisaient pour le marché intérieur. À l'époque de la dictature, ils fumaient des Partizani, des brunes sans filtre. Le logo sur le paquet en carton bouilli, imprimé au tampon, représentait un poing serré sur une grenade dégoupillée, avec au milieu une étoile rouge coiffée d'un rameau d'olivier. Les 4 usines avaient fermé à la chute du régime communiste. Or, Sokol en avait gardé précieusement de nombreux paquets et les avait fumés parcimonieusement. Certes, le tabac s'était altéré avec le temps et avait fini par sécher, mais elles avaient été ses préférées. Il ne lui en restait plus depuis longtemps. Maintenant, il devait se contenter de cigarettes étrangères. Il en alluma une, tira plusieurs bouffées et souffla une volute de fumée vers le plafond. Sokol avait 69 ans, les cheveux courts à moitié blanchis. Les traits de son visage étaient burinés et son regard profond avait l'intensité de celui d'un rapace. La vie lui avait appris à ne jamais baisser les yeux. Sa chemise à carreaux rouges et noirs tombait sur un interminable pantalon beige d'où émergeaient de vieilles chaussures éculées. Au poignet, il portait une ancienne montre-bracelet qu'il avait héritée de son père. Sur son annulaire gauche, les 2 alliances de ses parents. Sur le droit, une chevalière d'argent avec pour arme l'aigle albanais. « C'est un coup des Haqqani !» s'emporta Skander en frappant du poing sur la table. Ses cheveux coiffés en arrière étaient gominés, et il arborait un bouc impeccablement taillé. Autour du cou, une large chaîne du même or que sa montre-bracelet et que sa chevalière incrustée de diamants. Skander aimait qu'on le remarque, et il parlait fort. « Je vais aller venger mon oncle. Je vais liquider Murat, ce sale type, ou alors sa femme. Le premier Haqqani que je vois, je le bute. » Sokol dévisagea son neveu. Selon le vieux Kanun, seul le meurtrier encourait la vengeance. L'idée était que le père ne devait pas être tué à la place du fils, ni le fils à la place du père. Chacun devait mourir pour ses propres péchés. Puis le Kanun avait étendu la Djak Maria à tout mâle de la famille, même à un nourrisson dans son berceau. Le souci aujourd'hui était l'absence de limite. La vendetta était devenue un abus du Kanun. Certains se vengeaient en prenant la vie d'une femme ou d'une fille. Sokol savait que Skander était capable de tout. Derrière le bar, Dafina Tsamay, la mère de Skander, qui ne participait pas officiellement à la discussion, leva insensiblement une épaule tant la voix de son fils était violente. Elle commença à faire le tour de la table pour servir les hommes. À 72 ans, Dafina avait dépassé l'âge de la retraite, mais elle continuait de gérer la taverna Tradita d'une main de fer,
en matriarche avertie. Dafina ne souriait jamais. Elle était le portrait même de la sévérité. Des yeux charbonneux, une épaisse chevelure de jais parsemée de fils d'argent, des rides profondes, des pommettes saillantes et un teint brouillé. Elle portait ce jour-là un chemisier en dentelle noire, avec autour du cou une chaîne et une croix en or. En servant le raki, Dafina jetait des regards inquiets sur son fils. Elle lui vouait un amour inconditionnel, qu'avait encore décuplé la tragédie qu'ils avaient vécue ensemble. En 1986, ils étaient parvenus à fuir l'Albanie pour le Monténégro, en traversant les monts maudits, ceux qu'on dit créés par le diable lui-même. Ils étaient 6 à entreprendre le voyage. Dafina, son mari Fatih et leur fils Skander donc, et le frère de Dafina, Myrian, avec sa femme Yanina et leur fils Artan. À l'arrivée, ils n'étaient plus que 5. L'opération était très risquée, et la présence des enfants la rendait encore plus périlleuse. Le dictateur mettait un point d'honneur à ce que personne n'entre dans le pays ni n'en sorte illégalement. Quiconque se faisait prendre dans une tentative d'infiltration ou d'évasion encourait la peine de mort. L'unité 190 de la police, avec ses bergers allemands, était particulièrement redoutée. Les chiens étaient entraînés à pister et à tuer. Les 6 membres de la famille étaient partis à pied de la ville de Bayram Tsouri. Ils avaient d'abord passé le col de Valbonneux pour rejoindre Tess et y avaient attendu la nuit pour franchir un nouveau col. Au petit matin, alors qu'ils s'approchaient de la frontière, ils entendirent des aboiements et se mirent à courir. En vain, les chiens étaient plus rapides qu'eux. Fatih suspendit sa course et ordonna aux autres de continuer à fuir. Il avait ensuite attiré les bêtes à lui. Dafina s'était rapidement retournée et avait vu 3 bergers allemands se jeter sur son mari. Il n'avait aucune chance d'échapper aux molosses tueurs. Il le savait. Il avait donné sa vie pour sauver sa famille. Skander, son fils, était paralysé par la violence et l'horreur insupportable de la scène. Sa mère avait dû rassembler toutes ses forces pour l'arracher de là. Il devait s'enfuir avant que les chiens ne se mettent à leur poursuite. Les 5 fuyards avaient finalement pu traverser une rivière, se cacher et semer les molosses avant de franchir la frontière et rejoindre finalement le village de Skoratz. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.